La balle qui changea tout ne fut jamais tirée, mais la fumée du mobile home en flammes portait la même menace de mort. Quand Daniel Dubois, 59 ans, défonça cette porte en aluminium, il ne pensait ni à l'insigne en argent qu'il recevrait, ni à la conspiration qu'il découvrirait, ni à la façon dont sa propre maison deviendrait un dommage collatéral dans une guerre pour ce qui reposait enfoui sous le sol d'une région reculée de France. Il pensait à l'enfant hurlant, piégé à l'intérieur, et à la façon dont le motif d'accélérant sur le sol de la cuisine signifiait que quelqu'un avait tenté d'assassiner un garçon de 6 ans. C'était il y a 3 jours. Maintenant, debout dans les ruines de ce qui était autrefois son garage, Dan pouvait encore sentir la fumée sur ses vêtements. La soirée avait commencé assez normalement. Dan restaurait sa vieille camionnette pick-up, un modèle français de 1987, dans le garage de sa propriété à la Pinède, le travail répétitif lui offrant un certain réconfort durant les 18 mois écoulés depuis la mort de sa femme, Catherine. À 59 ans, avec un genou abîmé suite au Liban et 30 ans passés au sein de la gendarmerie nationale de la Pinède, Dan s'était installé dans une retraite paisible, travail de sécurité à temps partiel, pêche occasionnelle et trop de soirées avec seulement du bourbon pour compagnie. Sa fille Emma l'appelait plus fréquemment, inquiète de le savoir isolé dans cette région montagneuse de France. Elle avait bâti une carrière réussie en tant qu'avocate d'affaires à Lyon et lui suggérait constamment de vendre la propriété pour s'installer plus près d'elle. Dan avait refusé à chaque fois. Cette terre conservait chaque souvenir de Catherine, chaque instant de la vie qu'ils avaient construite ensemble pendant 29 ans. Il essuyait la graisse de ses mains quand le premier cri transperça l'obscurité. Des années de formation dans les forces de l'ordre prirent le dessus avant que la pensée consciente ne puisse interférer. Dan attrapa sa veste et se dirigea vers le son, vers le parc résidentiel de la Pinède, visible depuis sa propriété surélevée. La lueur orange des flammes se reflétait sur les nuages, tandis qu'il courait, son genou abîmé protestant à chaque impact. Mais la douleur était secondaire lorsqu'un second cri confirma ce que ses instincts savaient déjà. Quelqu'un était piégé à l'intérieur du mobil-home en feu. Le feu avait déjà consumé les fenêtres avant que Dan n'atteigne les lieux. Aucun voisin n'était dehors, ce qui signifiait que personne n'avait évacué l'occupant. La chaleur le frappa comme une barrière physique alors qu'il traversait la petite cour. Son esprit d'enquêteur nota automatiquement les détails. Mobil-home simple, environ 9 mètres de long, 2 points d'entrée, motif de brûlure délibéré suggérant de multiples sources d'ignition. Quelqu'un avait mis le feu, et il l'avait fait alors que le mobile home était occupé. Dan frappa à la porte surchauffée, s'identifiant, n'obtenant aucune réponse au-delà du rugissement des flammes. Un coup de pied puissant à côté de la poignée fit s'effondrer la porte bon marché vers l'intérieur, libérant une vague de fumée noire qui le força à se baisser. Il tira sa chemise sur son nez et s'engouffra à l'intérieur, rampant à travers l'enfer. Les motifs de brûlure étaient indubitables pour quelqu'un qui avait travaillé sur des enquêtes d'incendies criminels pendant une décennie. C'était un travail de professionnel, des accélérants placés stratégiquement pour assurer une destruction maximale. Mais pourquoi cibler un mobil-home dans le quartier le plus pauvre de la Pinède ? Une petite toux provenant de la chambre du fond répondit à une question tout en soulevant des dizaines d'autres. Dan trouva le garçon blotti entre un lit et un mur, un tissu bleu pressé contre son visage. L'enfant ne pouvait avoir plus de 6 ans, les yeux écarquillés de terreur dans l'obscurité enfumée. « Je vais te sortir de là », dit Dan, gardant sa voix calme malgré l'urgence qui tambourinait dans sa poitrine. « Tu peux t'accrocher à moi ?» Le garçon hocha la tête et Dan le souleva, remarquant le bandana bleu distinctif noué autour du petit poignet. Pas le temps de l'examiner maintenant. Les bras de l'enfant s'enroulèrent autour de son cou avec une force surprenante, tandis que Dan se retournait vers la sortie. La situation s'était détériorée dans les secondes qui avaient suivi son entrée. Les flammes bloquaient maintenant le couloir d'entrée, forçant Dan à réévaluer. La fenêtre de la chambre offrait la seule alternative,
Petite, mais assez grande pour le garçon. Peut-être assez grande pour Dan, s'il ne craignait pas d'y laisser un peu de peau. Un gémissement formidable venant d'en haut prit la décision pour lui. Dan se positionna au-dessus de l'enfant alors qu'une partie du plafond s'effondrait, des débris brûlants frappant son dos et ses épaules. La douleur explosa dans tout son corps, mais il resta debout, protégeant le garçon sous lui. La fenêtre. Maintenant. Dan brisa le verre restant, dégageant le cadre du mieux qu'il put d'un bras tout en tenant l'enfant de l'autre. Quand tu seras dehors, cours vers les lumières. Ne t'arrête pas. Il souleva le garçon vers l'ouverture, le soutenant tandis qu'il se glissait à travers. Une autre section du plafond céda juste au moment où l'enfant franchissait la fenêtre. Dan se jeta lui-même vers l'ouverture, mais trop tard. Une poutre en feu frappa son épaule, le clouant momentanément. L'odeur de sa veste commençant à couver concentra son esprit avec une clarté absolue. Avec un rugissement mêlant douleur et détermination, Dan écarta la poutre et se força à passer par la fenêtre. C'était étroit, douloureusement ainsi, et il sentit sa peau se déchirer sur les éclats de verre restants. Mais l'alternative était de brûler vif. Dan tomba au sol à l'extérieur, ses poumons aspirant avec gratitude un air qui n'était pas surchauffé. Il resta là un instant seulement avant que le professionnalisme ne l'emporte sur l'agonie. Le garçon, où était le garçon? Le soulagement l'envahit quand il aperçut l'enfant debout, exactement là où Dan lui avait dit d'aller, le visage strié de suie, regardant sa maison brûlée avec des yeux grands et incompréhensifs. Dan boita vers lui, chaque pas envoyant de nouvelles secousses à travers son corps blessé. Alors qu'il atteignait le garçon, les sirènes devinrent plus fortes et le premier camion de pompiers tourna le coin pour entrer dans le parc résidentiel. « Tu as été formidable », dit Dan, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Tu as mal quelque part ?» Le garçon secoua la tête, puis jeta soudain ses bras autour du cou de Dan. Le simple geste de confiance brisa presque quelque chose chez l'ancien commando marine endurci. Un pompier s'approcha, évaluant déjà la situation. « Quelqu'un d'autre à l'intérieur » ? « Négatif. J'ai vérifié toute la structure. » La voix de Dan était rauque à cause de l'inhalation de fumée. Le garçon dit qu'il s'appelle Théo. En quelques minutes, la scène s'était transformée en chaos organisé. Équipe de pompiers déployant des lances, personnel médical d'urgence arrivant, police établissant un périmètre. Dan et Théo furent guidés vers une ambulance juste au moment où le téléphone de Dan vibra. Le nom d'Emma clignota sur l'écran. « Papa, tu vas bien ? Je viens de voir des nouvelles d'un incendie près de chez toi. » Dan tenta de paraître rassurant malgré sa gorge ravagée. « Je vais bien, chérie. Il y avait un garçon piégé à l'intérieur. Il est en sécurité maintenant. » Une pause sur la ligne, puis plus doucement. « Bien sûr que oui, et bien sûr que tu es entré. Tu es blessé ? » « Rien de grave, » mentit Dan, alors que la douleur de ses brûlures suggérait le contraire. « Je prends l'avion ce week-end. » Pas de discussion. Dan reconnut ce ton, le ton de Catherine, celui qui ne permettait aucune opposition. « D'accord, chérie, je te vois vendredi. » Alors qu'il rangeait son téléphone, un nouveau son coupa la réponse d'urgence, le grondement distinctif de plusieurs moteurs de moto devenant plus fort. Dan se tourna vers le son, se positionnant instinctivement entre Théo et la menace potentielle. Au coin de la rue arriva une procession de motos, roulant avec une précision militaire. Le motard de tête était un homme imposant sur une Harley-Davidson immaculée, ses cheveux argentés tirés en queue de cheval, sa barbe soigneusement taillée. Il ne portait pas de casque, révélant un visage buriné qui commandait un respect immédiat. Les motos s'arrêtèrent selon un schéma chorégraphié. Le leader descendit avec une grâce surprenante et se dirigea avec une intention urgente vers l'ambulance, balayant les véhicules d'urgence du regard jusqu'à ce que son regard tombe sur Théo. Quelque chose comme un soulagement désespéré envahit son visage. « Théo !» La voix de l'homme était grave, portant la rudesse de quelqu'un qui avait trop vu. Le garçon se retourna, son expression passant du choc à la reconnaissance. « Oncle Gabriel !» L'homme appelé Gabriel
souleva Théo dans une étreinte d'ours, soulevant les pieds de l'enfant du sol. Il le serra fort, les yeux fermés dans ce qui semblait être une gratitude silencieuse. Quand il reposa Théo, son attention se tourna vers Dan. Leurs regards se croisèrent à travers la courte distance. Dan reconnut quelque chose dans le regard de l'autre homme, le poids de la responsabilité, la compréhension de ce que signifiait protéger les autres à tout prix. Gabriel s'approcha, Théo maintenant accroché à son flanc. Il tendit une main vers Dan. « Gabriel Lambert, on m'appelle Gabriel. C'est le fils de ma sœur que vous avez sorti de là. » Dan accepta la poignée de main, notant la prise ferme et la paume calleuse. « Daniel Dubois. Théo dit que vous êtes entré le chercher, que vous l'avez protégé quand le toit est tombé. » Ce n'était pas une question, mais Dan hocha la tête quand même. N'importe qui aurait fait la même chose. L'expression de Gabriel suggérait qu'il n'était pas d'accord avec cette évaluation. Pas n'importe qui. Pas aujourd'hui. Il baissa les yeux vers Théo, puis revint à Dan. « Ma sœur Rachel, la mère de Théo, a été tuée dans un accident de voiture il y a 7 mois. Il est toute la famille qu'il me reste. » La simple déclaration portait un poids immense. Dan comprenait intimement le chagrin et la responsabilité. « Je suis désolé pour votre perte. » Gabriel hocha la tête une fois, reconnaissant le sentiment. Ses yeux parcoururent les blessures de Dan, la veste brûlée, la façon dont il favorisait sa jambe droite. « Vous avez besoin de soins médicaux. » J'ai connu pire. Un éclair de reconnaissance passa dans les yeux de Gabriel. « Commando Marine, comment avez-vous su? Il faut en être un pour le savoir. Vous vous tenez comme si vous attendiez encore un instructeur. » Il fit un geste vers la posture de Dan. « Force spéciale, 3e bataillon, Liban 83. Premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, guerre du Golfe 91. » Le passé partagé créa une compréhension immédiate entre les deux hommes, transcendant les chemins différents que leur vie avait pris après le service. Gabriel jeta un coup d'œil au mobil-home en feu, maintenant presque entièrement consumé malgré les efforts des pompiers. C'était la maison de ma sœur. Théo vit avec moi, mais j'y gardais certaines de ses affaires, des souvenirs. La colère s'insinua dans sa voix. Ce n'était pas un accident. Non, acquiesça Dan. J'ai vu des motifs d'accélérant à l'intérieur. Les yeux de Gabriel se plissèrent. Vous vous y connaissez en incendie. 27 ans à la gendarmerie de la Pinède, les 12 dernières à la division des enquêtes, y compris les investigations sur les incendies criminels. Avant que Gabriel ne puisse répondre, une des secouristes s'approcha. « Monsieur, nous devons vraiment vous examiner tous les deux. Vous avez de graves brûlures. » Dan n'avait pas réalisé à quel point il était blessé avant qu'elle ne le mentionne. L'adrénaline se dissipait et la douleur devenait plus insistante. Le garçon d'abord. « Nous avons suffisamment de personnel pour les deux, » l'assura la secouriste, faisant un geste vers l'ambulance. Gabriel regarda Théo. « Va avec les ambulanciers, petit bonhomme, je serai juste derrière toi. » Théo hésita, regardant entre Gabriel et Dan. « Dan vient aussi ?»« Oui, » répondit Gabriel, avant que Dan ne puisse protester. « Il a besoin que des médecins examinent ses brûlures. » Alors que la secouriste conduisait Théo vers l'ambulance, Gabriel se tourna vers Dan. « Cette conversation n'est pas terminée. D'où je viens, quand un homme sauve ton sang, il devient du sang. Nous parlerons davantage à l'hôpital. » Les heures à l'hôpital se brouillèrent. Médecin, nettoyant et pansant les brûlures, au 2e degré de Dan, radiographie de son genou aggravé, questions interminables du personnel médical. Théo devait rester en observation toute la nuit et on avait dit à Dan que sa fille allait bien, inhalation de fumée et brûlures mineures, rien de critique. Quand Dan fut finalement autorisé à partir, il trouva un message de Robert Duval, commandant de gendarmerie de la Pinède et ancien collègue de Dan.
L'incendie avait été confirmé comme criminel, correspondant au schéma de 2 incidents précédents dans le département au cours des derniers mois. Tous ciblant des personnes qui avaient refusé des offres de rachat de propriété. Les instincts d'enquêteur de Dan s'éveillèrent alors qu'il se rappelait les lettres de rachat qu'il avait reçues pour sa propre terre. Plusieurs sociétés de développement l'avaient approché au fil des ans, les offres toujours poliment déclinées. Un nom fit surface dans sa mémoire, Groupe Sommet. Il contemplait cette connexion quand son téléphone sonna. Le nom d'Emma apparut sur l'écran. « Papa, quelqu'un a cambriolé ta maison. » Les mots envoyèrent un frisson dans les veines de Dan. « Tu es là ? » ?»« Oui, j'ai pris un vol plus tôt après hier soir. Je vais bien, mais la maison est un désordre. Le commandant Duval a envoyé des gendarmes. Ils ont fouillé ton bureau. Reste avec les gendarmes. J'arrive dans 20 minutes. » Dan raccrocha et se dirigea vers la sortie, ignorant les protestations de son corps. Quoi qu'il se passait, venait de devenir significativement plus compliqué et dangereusement personnel. Le trajet jusqu'à sa propriété sembla interminable. Quand Dan arriva enfin, il trouva 2 véhicules de gendarmerie derrière une voiture de location, celle d'Emma. Il était sorti de la camionnette avant que le moteur ne s'éteigne complètement. Emma s'avança en courant depuis le porche, l'embrassant prudemment en évitant ses blessures. À 36 ans, elle était l'image de Catherine, même mâchoire déterminée, même cheveux châtain-miel. « Papa, tu vas bien ?»« Bien. Que s'est-il passé ?» L'adjoint Lefebvre, qui avait rejoint la brigade après le départ à la retraite de Dan, s'avança. Effraction par la porte arrière. L'endroit a été fouillé minutieusement, surtout le bureau. Madame Dubois est arrivée pendant ou peu après l'intrusion. La précision d'avocate d'Emma prit le dessus malgré sa détresse. Homme, de corpulence moyenne, vêtements sombres, masqué, il a couru dans les bois avant que je ne puisse voir où il allait. Dan examina les dégâts à l'intérieur. Son bureau avait été minutieusement saccagé, classeurs ouverts, papiers éparpillés. Ses yeux se posèrent sur l'endroit où il avait laissé d'anciens dossiers d'affaires. Le dossier sur Henri Garnier manquait, ainsi que plusieurs autres de la même période. 20 ans plus tôt, Dan avait été l'enquêteur principal sur une affaire qui avait envoyé Garnier en prison pour fraude immobilière, incendie criminel et homicide volontaire. Garnier avait systématiquement forcé des gens à quitter leur propriété par intimidation, culminant avec un incendie mortel. Ce qui attira l'attention de Dan maintenant était une note dans ce vieux dossier concernant le gendre de Garnier, Léonard Bertrand, qui avait été enquêté mais jamais inculpé comme complice. Le même Léonard Bertrand qui dirigeait maintenant le groupe Sommet. Après que les gendarmes eurent terminé leur enquête, Dan se retrouva à sa table de cuisine avec Emma et une femme arrivée à moto, Phoenix, membre de l'organisation de Gabriel Lambert, appelée les Patriotes de Fer. « Votre père a sauvé Théo Lambert hier soir », expliqua Phoenix à Emma, son maintien militaire évident. « Théo est le neveu du président de notre club, Gabriel. L'incendie n'était pas aléatoire, c'était un incendie criminel, le 3e incident de ce type ciblant des personnes qui refusaient de vendre au groupe Sommet. » Les yeux d'Emma se plissèrent. « Le même groupe Sommet qui envoie des offres pour la propriété de papa ?»« Exactement, » confirma Dan. « Leur PDG, Léonard Bertrand, est lié à une affaire sur laquelle j'ai travaillé il y a 2 décennies. Son beau-père était Henri Garnier, reconnu coupable d'avoir utilisé des tactiques similaires. » Phoenix sortit une clé USB. « J'ai des preuves suggérant qu'ils utilisent l'intimidation pour forcer les ventes. Rachel Lambert, la mère de Théo, est décédée dans un accident de voiture suspect il y a 7 mois, juste après avoir refusé leur dernière offre. » Emma traita cela avec son esprit analytique. Donc, l'effraction cherchait la connexion entre Bertrand et Garnier. Il nettoie les preuves et envoie un message. Au cours de l'heure suivante, ils élaborèrent un plan.
Emma utiliserait ses ressources juridiques pour enquêter sur les acquisitions immobilières du groupe Sommet. Phoenix avait des données de surveillance à partager, et Dan contacterait son ancien partenaire, Vincent Lefebvre, qui pourrait se souvenir de détails de l'affaire Garnier qui ne figuraient pas dans les dossiers officiels. Ce qu'ils découvrirent au cours des jours suivants était stupéfiant. Le groupe Sommet acquérait systématiquement des propriétés à la Pinède pour prendre le contrôle d'un gisement de terre rare valant des milliards. Ceux qui ne voulaient pas vendre devenaient des obstacles à éliminer définitivement. La confrontation eut lieu 3 jours plus tard, lorsque Léonard Bertrand fit une erreur critique. Il sous-estima jusqu'où un détective à la retraite irait pour protéger sa communauté. L'équipe de sécurité de Bertrand avait localisé le témoin de l'affaire Garnier originale, David Moreau, qui vivait sous un nom d'emprunt à Beaumont. Mais Dan et Vincent l'atteignirent en premier, obtenant un enregistrement qui impliquait directement Bertrand dans l'ordre de manipulation de propriété pouvant mener à des accidents. Lorsque les hommes de Bertrand tentèrent de faire taire Moreau, la confrontation devint violente. Dan fut contraint de tirer en légitime défense, blessant le chef de la sécurité de Bertrand. Les preuves furent sécurisées et des mandats d'arrêt furent émis. Mais Bertrand avait un dernier coup à jouer. Il avait piégé la propriété de Dan avec des engins incendiaires, l'utilisant comme levier pour exiger que les preuves soient remises. L'appel arriva alors que Dan, Vincent, Gabriel et le commandant Duval coordonnaient leurs réponses. « Votre maison a été piégée avec des explosifs », l'informa froidement Bertrand. « Les minuteurs des comptes. Apportez-moi les preuves ou elles brûlent. » Dan fit le choix difficile. Il alla confronter Bertrand, mais pas pour se rendre. Avec Vincent et Gabriel fournissant une couverture depuis des positions dissimulées, Dan affronta le promoteur sur son propre porche. « Vous avez causé des problèmes considérables pour quelques roches dans le sol », observa Dan. Bertrand sourit finement. « Quand ces roches valent des milliards, le problème en vaut la peine. » Dan remit une clé USB en double, gagnant du temps. Mais Bertrand révéla ses vraies intentions. La maison était piégée de toute façon, et la fille de Dan, Théo, et tous ceux connectés à l'enquête étaient considérés comme des preuves à éliminer. La confrontation éclata en violence lorsque les gardes de Bertrand tentèrent d'exécuter leurs ordres. Le tir de couverture de Vincent et Gabriel les neutralisa, mais Bertrand déclencha les explosifs à distance. Dan plaqua le promoteur alors que sa maison, l'endroit où il avait vécu avec Catherine, élevé Emma, construit une vie, éclatait en flammes. De multiples explosions déchirèrent la structure, les fenêtres volant en éclats vers l'extérieur, le feu consumant 27 ans de souvenirs en quelques minutes. Il maintint Bertrand cloué au sol alors que les forces de l'ordre arrivaient, regardant tout ce qu'il possédait brûler. Le commandant Duval prit Bertrand et son équipe de sécurité blessés en charge. Emma émergea d'un véhicule d'intervention, se précipitant pour embrasser son père. « La maison » dit-elle, la voix brisée. « Toutes les affaires de maman. »« Juste des choses » répondit Dan doucement, bien que son cœur fût serré. « Ce qui compte est toujours là. » Gabriel s'approcha avec Théo à ses côtés. Le garçon leva les yeux vers Dan avec une compréhension solennelle. « Vous avez perdu votre maison. Encore. À cause de moi. » Dan s'agenouilla, se mettant à la hauteur de Théo. Les maisons peuvent être reconstruites. Les gens ne peuvent pas être remplacés. Théo toucha quelque chose sur le col de Dan, un insigne en argent que Gabriel lui avait donné, un symbole de protection et d'appartenance parmi les patriotes de fer. Oncle Gabriel dit qu'une fois que vous êtes un protecteur, vous avez toujours une maison avec nous. Gabriel posa une main sur l'épaule de Théo. Le garçon a raison. Nous prenons soin des nôtres. Toujours fait, toujours ferons. Alors que la gendarmerie nationale transportait Bertrand et ses hommes, les preuves sécurisées, Duval s'approcha de Dan avec une photographie roussie dans un cadre. Catherine à leur anniversaire, son sourire radieux,
malgré la maladie qui l'emporterait des mois plus tard. Un pompier a trouvé ça près de la porte d'entrée. Il a pensé que vous voudriez la voir. Dan accepta la photographie avec des mains tremblantes, les émotions brisant finalement sa façade professionnelle. Les conséquences prirent des semaines à se résoudre. Bertrand fit face à des accusations nationales pour incendie criminel, complot en vue de commettre un meurtre, fraude et de nombreux autres crimes. Les preuves des enregistrements de Moreau, les données de surveillance de Phoenix et l'enquête juridique d'Emma bâtirent un dossier irréfutable. Dan logea temporairement dans la maison d'un chef d'équipe sur la propriété des Patriotes de Fer, tout en planifiant de reconstruire sur sa terre. La fraternité qu'il n'avait jamais cherchée l'avait trouvée de toute façon, et il découvrit que la famille pouvait être choisie aussi bien que née. Emma prolongea son séjour, travaillant à distance tout en aidant son père à gérer les demandes d'assurance et les plans de reconstruction. Théo venait souvent, ses cauchemars s'estompant à mesure qu'il voyait la résilience de Dan face à la perte. 6 mois plus tard, alors que la construction de la nouvelle maison de Dan commençait, il se tenait sur le terrain défriché avec Gabriel, Vincent, Emma et Théo. Les fondations étaient en train d'être coulées, différentes de ce qui avait été, mais solides. Reconstruire différemment, observa Gabriel, mais quelque chose de nouveau. Dan hocha la tête, regardant les gens autour de lui. Il avait perdu sa maison et failli perdre sa vie. Mais il avait gagné quelque chose d'inattendu, un rappel que la protection ne concernait pas seulement les bâtiments ou la propriété. Il s'agissait des gens, de se tenir debout quand les autres ne le pouvaient pas, des liens forgés dans le feu et l'adversité. Théo tira sur la manche de Dan, brandissant un dessin qu'il avait fait. Des bonshommes allumettes debout ensemble devant une maison, l'un portant un petit cercle argenté sur la poitrine. « C'est nous tous », expliqua Théo sérieusement. « Nous sommes une famille maintenant. » Et en regardant les visages qui l'entouraient, Dan réalisa que le garçon avait absolument raison.